Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce dernier webinaire de la série de Faune et flore du pays de cette année scolaire, donc 2015-2016. Aujourd'hui, on va vous présenter le monarque. Donc, mon nom est Annie Langlois, je suis la coordonnatrice de Faune et flore du pays, puis je suis aussi biologiste. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de ce papillon-là qui est assez spécial, vous allez voir. Donc, le monarque, vous allez le reconnaître, sinon vous ne dit rien. C'est un papillon qui est assez facile à reconnaître. Je vais vous montrer des photos. Vous l'avez sûrement déjà vu autour de chez vous. C'est un animal qu'on retrouve dans les villes, puis près des fermes, donc qui est assez commun. Donc, vous pouvez voir ces trois photos-là. Je suis sûre que ça vous rappelle quelque chose et je suis probablement certaine que vous l'avez déjà vu. Donc, le monarque, c'est un insecte comme les fourmis, comme les abeilles. Les insectes, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, ils n'ont pas un squelette à l'intérieur de leur corps comme nous. Ils ont un squelette à l'extérieur de leur corps qu'on appelle un exosquelette, qui est fait en kératine un petit peu comme nos ongles. Donc, c'est pas dur, mais il n'y a pas de squelette à l'intérieur de son corps du tout. C'est tout ce qui le protège. Aussi, il y a trois paires de pattes, donc un total de 6 pattes. Les animaux qui ont 8 pattes, comme les araignées, ne sont pas des insectes. Aussi, le corps d'un insecte est divisé en trois tout le temps. Donc, il a sa tête, le thorax et son abdomen. Il a des yeux composés. Ça veut dire que ses yeux sont composés de plein de cellules différentes, puis il voit plein d'images, euh, donc une à côté de l'autre. Il voit la même image, là, mais à plusieurs reprises partout autour de son œil. Il a aussi une paire d'antennes qui lui permet de sentir. Et un insecte, le plus souvent, ça se métamorphose. Donc, il va changer de son état d'où il naît, puis il va changer complètement à son état adulte. Donc, c'est le cas de la plupart des papillons, comme le monarque. Donc, le monarque est probablement l'insecte et même le papillon le plus facilement reconnaissable en Amérique du Nord. Une petite description ici. Donc, le monarque, comme vous pouvez voir, est le plus souvent orange, avec des rayures noires et des marques blanches, et même des petites marques jaunes à la fin de ses ailes. Donc, il y a des individus qui sont plus foncés, d'autres qui sont plus pâles. Il y en a même des blancs, comme vous voyez à la photo en bas de l'image ici. Donc, il y a des monarques qui sont blancs. Donc, d'un bout à l'autre de ses ailes, donc où est-ce que le monarque est le plus large, il y a entre 93 et 105 mm. Donc, c'est autour de 10 cm de largeur, si on veut. Il peut changer un petit peu de forme et de couleur et de taille selon où il est dans son cycle de vie, dans son cycle annuel, pardon. Donc, quand il va migrer, il peut être un peu plus petit. Donc, ça peut dépendre de où on le voit et où il est dans sa vie. Et le monarque a un dimorphisme sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le mâle et la femelle sont différents un petit peu. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image du haut, le mâle est un petit peu plus gros et il y a des rayures un peu moins épaisses que la femelle. Aussi, le monarque ne vole pas comme un oiseau, si on veut. C'est un vol qui est assez lent puis qui est aléatoire. Donc, il peut monter et descendre, se promener comme ça. C'est souvent pas en ligne droite. Donc, le monarque, il y a un autre papillon qui l'imite. On va voir pourquoi dans quelques instants. On va essayer premièrement de les identifier. Donc, il y a le monarque et le vice-roi. Le vice-roi, c'est l'imitateur du monarque, si on veut. Donc, un de ces deux papillons-là, sur ces images-là, est un monarque, l'autre est un vice-roi. Regardez-les bien comme il faut, essayez de voir des petites différences que vous pourriez constater entre les deux, entre ces deux papillons-là, puis ensuite je vous donnerai la réponse. Donc, essayez de trouver au moins une différence que vous pourriez voir entre ces deux papillons-là. Est-ce que vous en avez trouvé une? Bien, on va voir c'est laquelle qui va distinguer les deux. Donc, le monarque est plus gros que le vice-roi. Et le vice-roi a une rayure de plus qui traverse son aile postérieure. Donc, vous voyez la flèche verte sur l'image. Donc, vous pouvez voir là, cette ligne-là. C'est ça qui distingue le monarque et le vice-roi. Donc, le vice-roi est ce qu'on appelle un mime. Donc, il imite le monarque. Mais comment on en est venu à avoir deux papillons qui se ressemblent tellement? Ben, voici par contre
les deux papillons initiaux. Donc, celui de gauche, c'est le vice-roi. Celui de droite, c'est le monarque. Donc, encore une fois, pourquoi le vice-roi a évolué pour ressembler tant que ça au monarque? C'est à cause de la nourriture du monarque. Le papillon monarque adulte, il se nourrit de nectar de plein de sortes de fleurs, comme les échinacées que vous voyez à gauche ici. Il peut se nourrir de d'autres sortes de fleurs aussi. C'est un pollinisateur qui aide à répandre le pollen des fleurs. Donc, il va répandre le pollen d'une fleur à l'autre quand il va aller butiner, si on veut, quand il va aller se nourrir. Mais la larve du monarque, donc la chenille du monarque se nourrit juste d'une chose, et c'est l'asclépiade. Et c'est là la clé de pourquoi les deux papillons se ressemblent tant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il n'y a pas de monarque sans asclépiade. C'est vraiment très important pour le monarque. Il mange à peu près 27 espèces d'asclépiades partout en Amérique du Nord et en Amérique centrale. L'asclépiade, elle est toxique. Donc, elle contient des substances toxiques. Puis quand la larve du monarque mange les feuilles d'asclépiade, la larve contient ces toxines-là à l'intérieur de son corps, elle les garde. Donc, la chenille garde ces toxines-là et donc, ça rend la chenille et l'adulte du monarque toxiques. Donc, elles ont un très mauvais goût pour les prédateurs et peuvent même les rendre malades quand elles les mangent. Donc, le prédateur, souvent, va apprendre assez vite comment éviter le monarque. Donc, il va en voir, il ne les mangera pas. Il est facile à reconnaître à cause de sa couleur orange et ses rayons noirs. Donc, le monarque, il est toxique, il n'est pas bon à manger. Donc, le vice-roi, lui, qui n'est pas toxique, il a un avantage à ressembler tellement au monarque, c'est parce que le prédateur qui va voir un vice-roi va peut-être pas constater qu'il est différent un petit peu du monarque et il va se dire, ah non, moi je ne le mangerai pas. Là, l'autre papillon tantôt m'a rendu malade, donc je ne mangerai pas celui-là. Donc, c'est pour ça que le vice-roi a évolué avec le temps pour ressembler tant au monarque, c'est pour éviter de se faire manger par des prédateurs. Donc, le monarque, sa distribution, vous me pardonnerez, la petite carte est en anglais ici, mais on peut, je vais vous l'expliquer de toute façon. Donc, le monarque, il est partout en Amérique du Nord et en Amérique centrale, du Pacifique à l'Atlantique. Il est commun, donc c'est pour ça que les chansons, vous en avez déjà vu. Il est dans chacune des 10 provinces du Canada et dans les territoires du Nord-Ouest. On ne le retrouve pas au Yukon ou au Nunavut, par exemple. Il y a 3 populations de monarques en Amérique. Celle de l'Est, qui est 90% de tous les monarques, donc la grande majorité des monarques, c'est la population de l'Est. Il y a la population de l'Ouest et la population d'Amérique centrale. Et chacune de ces populations-là migre à des endroits différents ou migre différemment. La population de l'Est, encore une fois, c'est la grosse majorité des papillons. Donc, si vous êtes au Québec ou en Ontario, au Nouveau-Brunswick, c'est la population de l'Est que vous voyez. Donc, tous les monarques à l'est des montagnes rocheuses. Donc, vous voyez sur la carte, il y a une ligne qui fait une espèce de S là, du nord au sud. Ça, c'est les montagnes rocheuses. On ne retrouve pas de monarques en haut de ces montagnes-là. Mais tout ce qui est à l'est de ces montagnes-là, c'est la population de l'Est, donc la grosse majorité des monarques. Et tous ces monarques-là, ils vont migrer. Donc, ils vont s'en aller vers le sud. Vous voyez l'endroit sur la carte où est-ce qu'il y a des hachures, où est-ce qu'il y a des rayures roses. Bien, c'est par là qu'il va passer. Et il va migrer vers seulement 12 petits endroits au Mexique central, donc dans le milieu du pays. Et c'est là qu'il va passer l'hiver. Donc, le monarque arrive au Mexique en novembre ou en fin décembre. Et il reste là jusqu'en mars ou en début avril. Donc, il va rester là tout l'hiver. Pendant ce temps-là, pendant qu'il est au Mexique, il y a 2 à 3 générations qui naissent et qui meurent. Donc, il va y avoir des monarques qui arrivent, ils vont pondre leurs œufs, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, il va y avoir une nouvelle génération qui va naître. Donc, il y a 2 à 3 générations comme ça qui vont naître et mourir. Et la dernière génération va commencer sa migration. Donc, pardon, on était déjà rendu là. Donc, il commence la migration du printemps. Il va y avoir d'autres générations qui vont naître et mourir à mesure que le papillon va vers le nord. Et les derniers papillons qui font le dernier petit bout de chemin vers le nord arrivent au Canada à la fin mai ou début juin. Pendant l'été,
Encore une fois, il y a 2 à 3 générations qui naissent durant l'été, euh, durant le temps qu'ils sont au Canada. Et la dernière génération qui va naître à la fin août, au début août, pardon, va migrer vers le sud. Donc, ils vont quitter le Canada. Il va voler, cette génération-là, ces individus-là, ces papillons-là, vont partir du Canada, ils vont voler jusqu'au Mexique. Donc, pour faire l'aller-retour du Canada au Mexique, de retour au Canada, ça prend à peu près 5 générations, peut-être un peu plus. La population de l'ouest des monarques, donc à l'ouest des Rocheuses, euh, cette population-là ne vient pas tout le temps au Canada. Ils se rendent au Canada seulement dans les années où est-ce qu'il fait vraiment chaud et vraiment soleil. C'est un peu la même histoire que le monarque de l'Est, où est-ce que les dernières générations qui vont naître à la fin de l'été vont migrer jusqu'au Mexique. Eux, c'est à la côte ouest du Mexique, donc la petite zone en turquoise, là. Donc la Californie et la frontière du Mexique. Donc, c'est 1000 kilomètres qui vont voler. Et donc, il y a quelques générations là qui vont naître et mourir durant l'hiver. Et rendus au printemps, ils vont se mettre à remonter, encore une fois, quelques générations. Et s'il fait beau, ils vont se rendre jusqu'au Canada. La population d'Amérique centrale, elle est un peu différente, elle n'est pas sur la carte. Elle vit en Amérique centrale, elle ne migre pas beaucoup parce que les conditions pour survivre sont les bonnes toute l'année. Et elles peuvent se reproduire toute l'année aussi. Donc, si vous pouvez voir un jour la migration du monarque, c'est assez majestueux. Regardez tous les papillons qui vont migrer ensemble en groupe et qui se reposent dans les branches des arbres. Donc, c'est vraiment quelque chose. Donc, l'habitat du monarque, le printemps et l'été, le monarque il vit où est-ce qu'il y a des asclépiades seulement. Donc, les asclépiades, elles, poussent sur des terrains abandonnés, des fermes abandonnées, par exemple, le long des routes ou sur d'autres terrains ouverts où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc où est-ce qu'il y a assez de lumière pour pousser. Et évidemment, depuis qu'il y a des Européens en Amérique, ça a changé un petit peu le paysage. Donc, on a maintenant des villes, puis des fermes, puis des villages. Et donc, ça a changé un petit peu l'habitat de l'asclépiade. Et le monarque aussi a changé son habitat, donc pour suivre l'asclépiade. Durant la migration, donc soit à l'automne ou au printemps, il va souvent un petit peu comme suivre des courants d'air chaud. Donc, il va se faire pousser un petit peu par des vents chauds pour économiser son énergie. Il va se poser sur des arbres aussi pour se reposer durant la nuit. Et donc, il y a des bons endroits pour se reposer où est-ce qu'il va retourner à chaque année, comme le Parc national de Pointe-Pelée et le Parc provincial de Presqu'île. Donc, ils vont aller s'installer là pendant un petit bout de temps avant pour reprendre des forces pour ensuite traverser les Grands Lacs. Durant l'hiver, la population de l'Est, donc la grande majorité des monarques, vont dans ces petits endroits-là au centre du Mexique. C'est des forêts de pins oyamel, donc c'est vraiment un endroit très, très, très spécifique. Tandis que la population de l'Ouest, eux autres, ils choisissent des endroits durant l'hiver où est-ce qu'il y a de l'eucalyptus. Donc ça, c'est un pin oyamel qui est rempli de monarques durant l'hiver au Mexique. Donc, le monarque, je vous ai dit tout à l'heure, comme beaucoup d'insectes, il va vivre une métamorphose. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'adulte papillon monarque, donc le papillon qu'on reconnaît, c'est lui l'adulte. Et c'est dans cette forme-là qu'il va se reproduire. La femelle du monarque pond près de 400 œufs sous une feuille d'asclépiade. Donc, c'est vraiment important. Elle va choisir son plan et donc pondre ses œufs à cet endroit-là. Ça, c'est l'image du haut dans le petit cycle qu'on voit là. L'œuf d'un monarque, c'est à peine plus gros c'est à peine la même grosseur qu'une tête d'épingle. C'est ça qu'on voit sur l'image. Ça, c'est sous une feuille d'asclépiade. Ça va prendre entre 3 et 12 jours selon les conditions pour éclore. Et donc, ensuite, on va avoir une larve, ce qu'on appelle une chenille. La chenille du monarque aussi est facilement reconnaissable avec ses rayures noires, jaunes et blanches. Euh, donc, ces larves-là vont se nourrir de l'asclépiade pendant 2 semaines jusqu'à temps qu'elles soient à peu près 5 cm de longueur. Et quand elles sont assez grosses, elles vont s'attacher sur une petite branche et vont devenir une chrysalide, donc ce qu'on appelle communément un cocon, en quelques heures. Puis ensuite, ça va rester comme ça pendant 2 semaines où est-ce que il va avoir la métamorphose à l'intérieur de la chrysalide. Et après 2 semaines, l'adulte
va éclore. La durée de vie d'un monarque, ça varie beaucoup, mais ceux qui naissent à la fin de l'été et qui vont migrer jusqu'au Mexique peuvent vivre jusqu'à 9 mois. Donc, vous voyez une belle image d'un monarque qui éclot de sa chrysalide. Donc, des petits faits intéressants ici, le monarque est vraiment un insecte unique pour plusieurs raisons. Donc, il peut se reproduire près des humains, il peut bien vivre près des humains tant qu'il y a des bonnes populations d'asclépiades en santé. Donc, le monarque va bien aller. Il y a des pilotes d'avions qui ont vu des monarques voler à plus de 1 km d'altitude. C'est le seul insecte à avoir une migration comme celle-là, donc aussi longue et aussi complexe. Et donc, le monarque, il va se nourrir un peu comme les oiseaux à l'automne qui vont se nourrir de plus en plus pour faire des réserves de graisse, ou même l'ours pour être capable de survivre à l'hiver. Donc, le monarque va faire la même chose. Il va se nourrir beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de faire sa grande migration de l'automne. Donc, il y a des gens qui ont amené des monarques à Hawaï, en Australie et dans d'autres îles du Pacifique, mais ils ne viennent pas de là. D'autres petits faits intéressants, des dizaines de millions d'individus composent la population de l'Est du monarque, tandis que quelques millions de celle de l'Ouest. Donc, à peu près 10% pour celle de l'Ouest. Il y en a pas mal moins. Mais la population, elle, peut varier à cause des tempêtes. Donc, des grosses tempêtes, ça peut être un problème durant la migration ou il peut y avoir des maladies. Mais aussi, plus récemment, il y a les changements climatiques qui causent des problèmes aux monarques, surtout durant l'hiver, surtout dans son habitat du Mexique. Et aussi à la disparition de l'asclépiade, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une mauvaise herbe et qui l'arrachent. Par contre, vous pouvez aider le monarque en plantant ou en demandant à vos parents ou à vos adultes autour de vous de planter de l'asclépiade pour que le monarque ait un petit habitat chez vous. Donc, pour terminer, on va regarder la petite capsule vidéo de Faune et Flore du pays sur le monarque. Si je vous demande de nommer le premier papillon qui vous vient à l'idée, je parie que vous répondrez le monarque. Sans doute à cause de ses splendides couleurs orange, noir et blanc. Mais sa beauté n'est que le début de l'histoire. Leur apparence délicate et trompeuse. Chaque année, les monarques entreprennent une étonnante migration de milliers de kilomètres vers le Mexique. Pour suivre ce long voyage, les monarques se nourrissent du nectar de fleurs sauvages. Malheureusement, certains n'y voient que des mauvaises herbes et les détruisent avec des herbicides. Comment pouvez-vous aider? Rien de plus simple. Rendez votre jardin attrayant pour les papillons. Plantez des asclépiades tubéreuses, des astères et d'autres plantes qui les attirent. Et dans peu de temps, les papillons viendront décorer votre jardin. Mais c'est juste le début. Visitez le site ffdp.ca. Vous en apprendrez davantage sur le monarque et trouverez des idées qui vous aideront à protéger la flore et la faune du Canada. Une visite s'impose. ffdp.ca. Donc, ça, c'était notre capsule de Faune et Flore du pays sur le monarque. Il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez faire aussi pour aider le monarque. Il y a de lire la fiche d'information, donc en prendre le plus possible sur le monarque. Il y en a une bonne sur ffdp.ca. Et de parler de vos découvertes à tout le monde qui vous entoure pour que tout le monde ait le goût de protéger le monarque. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Mon courriel, c'est le info@ffdp.ca. Donc, si vous avez des questions plus tard sur le monarque, n'hésitez pas. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les taper ici sur le clavardage ou sinon, encore une fois, vous pouvez me les écrire à info@ffdp.ca. Donc, je vais vous souhaiter un bel été et on se revoit à l'automne. Bonne fin de journée!